Par ce clair matin d'été, Christophe, le garde champêtre d'Allot, avait décidé d'aller respirer un peu d'air pur, de la colline, avant de prendre ses fonctions à la mairie où était prévue pour 11 heures, la réception officielle du délégué régional du ministre de la Culture. Tandis que là-haut, au sommet de la colline, une jeune et belle inconnue craintive, apparaissait dans la lumière de l'été. Le village, majestueusement, s'étendait à ses pieds. Madame, ma funzionato spostato come a poco. Oh, madame, et où allez-vous, habillée comme ça? Madame, inquiète pas trop, je ne suis pas méchant, je veux simplement vous rendre service. Vous paraissez toute perdue là et tout non plus. Dites-moi seulement qui vous êtes, ce que vous cherchez. Je m'appelle Sophie, mais je ne fais pas de mal, je vous le jure. Alors, moi non plus je fais de mal à personne. Approchez-vous, belle. Et si je peux vous aider à quoi que ce soit, je le ferai bien volontiers. Oh monsieur, si je vous racontais mon histoire,
Je suis sûre que vous ne me croirez pas. Je suis née ici, à Allo, en 1715, l'année même où Louis XV devint roi de France. Mais alors, depuis tant d'années, vous êtes sûrement morte. Le dites, mon brave monsieur, et il y a bien longtemps. Seulement aujourd'hui, je suis sortie de mon ex-voto. Vous pourriez pas nous expliquer un peu mieux, non? Alors le plus simplement du monde, Sophie répéta qu'elle était bien née à Allo. Ses parents, qui s'appelaient Brémond, travaillaient les terres de la famille Dieuze, au château de la Vieille, non loin d'où elle avait vu le jour, le 21 mai 1715. Comme la plupart des Allodiens, ils vivaient pauvrement, malgré leur dur travail. Partant labourer les champs avant l'aube, et parfois à quelques lieues, avec le cheval de la ferme. Ils n'en revenaient que le soir, le plus souvent harassés de fatigue, la mère ramassant en chemin quelques branches mortes, leur permettant de faire un feu en rentrant. Mais après avoir remis la part de récolte qui revenait à leur maître, et payé la dîme au seigneur chanoine, il ne leur restait que bien peu de choses pour vivre. Ils étaient bien honnêtes, et ne manquaient jamais ni grand-messe ni vêpres. Ce qui ne les empêcha pas, en 1720, lorsque la peste venue de Marseille s'abattit sur Allo, d'être touchés tous les deux par le terrible fléau. Malgré les prières des moines de Saint-Victor, celles du curé des Accoules et le dévouement sans borne de Monseigneur de Belzins et du Chevalier Rose, sa mère fut atteinte dès les premiers mois par l'affreuse maladie. Et son père, réquis pour les enterrements, n'échappa point quelque temps après à l'horrible contagion. La peste tua plus de 1000 Allodiens en une seule année. Sophie par miracle, fut épargnée. Et c'est ainsi que messire Pierre Caire, curé d'Allo et vicaire perpétuel de la paroisse ne manqua point de l'aider.
C'est certainement une grâce de la bonne vierge du château. Devenue orpheline et sans ressources, elle fut recueillie par le sieur Cauvin, bourgeois aisé et consul de la commune. Il l'employa chez lui à tous les travaux de la maison et de la ferme. Et comme il avait deux beaux petits garçons, Sophie devint tout naturellement leur camarade. Sous le regard bienveillant de leurs parents, elle avait plaisir à les retrouver dans le grand parc du château. Alors que les enfants Cauvin passaient joyeusement leur temps à s'initier au maniement des armes, ou à l'art de monter à cheval en débutant sur de vifs poneys, la pauvrette était bien obligée d'obéir à ses maîtres, et d'aller garder les moutons pendant des journées entières. Sophie devint bien sûr, une belle jeune fille. Son état de servante ne faisait nul obstacle pour le fils aîné du sieur Cauvin, d'apprécier tant de charme et de grâce. Gilbert était fasciné particulièrement par la silhouette de la jeune fille. Lorsqu'il attelait son cheval pour aller faire quelques courses au village voisin, il l'observait amoureusement, et admirait ses gestes gracieux et sa démarche racée, le long des sentiers fleuris de la campagne.
Mais toute l'admiration que lui portait le jeune garçon de la maison, ne l'incitait pas à aller à sa place, couper du petit bois dans la forêt, ou chercher de l'eau au grand puits ou à celui de Guéridon. Justement par cette tiède matinée d'août, le jour de la Saint-Dominique, Sophie était de corvée d'eau. Comme à l'ordinaire, elle se rendait au puits avec une cruche dans chaque main. La chaleur de l'été sévissait particulièrement, et le niveau d'eau baissait chaque jour dans le puits, si bien que Sophie avait beaucoup de difficultés pour remplir le seau.
Il lui fut alors conseillé de commémorer et d'immortaliser cette divine intervention en offrant un ex-voto à la bienveillante Vierge Marie. C'est un miracle. Tu dois ton salut encore une fois à Notre-Dame de Belleville. La scène du sauvetage fixée sur une planche bien lisse, et habilement reproduite par un peintre de grand talent, serait accrochée sur un des murs de la chapelle de Notre-Dame de Belvézère, au cours de la grand-messe de l'Ascension. C'est là que je suis depuis 1732, soutenu au bord du puits de Guéridon par les fils Cauvin, miraculeusement guidés dans leurs gestes par la Sainte Bonne Mère, que vous m'avez certainement déjà vu, et je m'étonne que vous ne m'ayez point reconnu. Mais après, votre histoire ne finit pas là. Hélas, non, mon bon monsieur. À quelque temps de là, après de bonnes années durant lesquelles, son sauveteur n'arrêtait pas de lui conter fleurettes, Sophie, malgré sa vertueuse conduite habituelle, se laissa peu à peu séduire par le beau Gilbert. Elle aimait assez souvent s'isoler avec lui sous les genêts en fleurs. Mais hélas, après tant de bonnes choses, Sophie se mit à souffrir des conséquences du baiser de Gilbert. Sophie toussait à cracher ses poumons.
Bien que de grandes compétences, le maître apothicaire d'Alo, nonobstant les grandes vertus officinales de ses herbes et de ses tisanes, ne put enrayer l'inexorable mal. Et un soir dans une horrible quinte de toux, Sophie rendit son âme, c'était le 21 mai 1740, le jour même de ses 25 ans. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Il y a maintenant tellement de monde à Allo que la Vierge Vierge ne peut pas s'occuper de la santé de tous ses enfants. Je suis alors rentré définitivement dans mon ex-voto, et là, au moins, tous les fidèles qui sont venus prier pour moi, ou pour eux, qui se sont affligés ou amusés devant mon effigie sortant du puits, je me suis bien sentie un peu immobile, mais heureuse d'être devenue immortelle. Mais aujourd'hui, vous êtes sorti sans permission de votre ex-voto. J'étais cloîtrée depuis si longtemps derrière les murs de cette chapelle. Alors, vous savez, j'ai eu envie de revoir mon village, parce que, même mort, on finit par languir. J'ai profité de la nuit sombre et de la porte qu'on avait oublié de fermer, pour m'échapper quelques instants. Mais de grâce, monsieur, ne me faites pas rentrer tout de suite. J'aimerais tant voir un peu ce que les vivants ont fait d'Allo. Si je comprends bien, madame, vous êtes devenu un ex-voto mobile. Du haut de la colline, Sophie jeta un grand coup d'œil circulaire. Elle chercha vainement dans la plaine, les grands champs de vignes, d'amandiers, d'oliviers, de lavandes où elle avait travaillé dans sa jeunesse. Un peu partout s'élevaient à leur place, des maisons, des bastides, des constructions, qui lui parurent étrangement bizarres, toutes choses que l'on appelle maintenant immeubles. Plus de jolis chemins creux bordés de ronces agressives, et de lilas sauvages. Mais en leur lieu et place, de larges et noires grandes routes encerclaient curieusement son village. Christophe laissa Sophie à ses méditations contemplatives. Le présent heurtait son passé. Celui du Allo de jadis, enfoui inexorablement dans ses souvenirs. Des 5 beaux moulins à vent qui autrefois faisaient la gloire d'Allo, un seul avait conservé son toit et ses majestueuses ailes crucifiées par le temps. Un peu à l'écart des frênes, un immense dépotoir défigurait la claire pinède.
Ainsi Sophie étonnée, découvrait quantité de choses nouvelles, tels ces gigantesques et monstrueux poteaux en fer, plantés un peu partout en haut des collines et tout en bas dans la plaine méconnaissable. Christophe ne manqua point de lui énumérer les nombreuses nouvelles réalisations modernes dont s'enorgueillissaient les Allodiens. Entre autres, le syndicat d'initiative et le musée du vieil Allot, clin d'œil au passé. La nouvelle mairie. Le récent bureau de poste. L'unité d'action sociale et la perception. Le complexe sportif doté d'une grande piscine fréquentée par une jeunesse ô combien sympathique. C'est dans la salle d'exposition du vieux bassin aménagé, que le public tout au long de l'année, vient contempler les œuvres admirables d'habiles artisans céramistes, de centonniers, d'artistes peintres et graveurs réputés. Le nouvel hôpital, le V120. La pagerie, confortable maison de retraite, le laboratoire Lafale, et bien d'autres choses encore, insolites ou agréables, s'étalaient là, sous les yeux de Sophie. Sans oublier le marché, qui se tenait une fois par semaine sur le cours. Mais que d'activité, de précipitation, de nervosité. Que de bruit et de vacarme engendrait tout cela. Sophie n'était point habituée. Oh là là, quel vacarme! Mais comment peut-on vivre dans tout ce tohu-bohu? Partons d'ici, monsieur, je vous en prie. Le clocher noble et serein de la grande église, qui lui, n'avait presque pas changé, semblait l'inviter, complice et scintillant de toutes ces tuiles, à venir le voir de plus près en témoignage du passé. Tandis que le bruit lancinant d'une certaine musique abrutissant une partie de la jeunesse, d'autres préféraient la solitude dans le calme reposant d'un sous-bois. Il n'y a que ça qui n'a pas changé. E ben verrai.
T'en fagasse pas, Pitoune. C'est de la mécanique moderne. Va, c'est peut-être le diable, oui. Ah, laissez-moi. Tout bien réfléchi, je préfère rentrer dans mon ex-manteau. Et tandis que Sophie préférant délibérément retourner dans la quiétude du passé. Ce bon Christophe pris dans le turbulent engrenage du présent, se hâtait de rejoindre l'hôtel de ville, où le maire impatiemment l'attendait pour ouvrir les festivités. Oh, regarde, c'est sempre ça. J'arrive du 18e siècle, voilà, et je cherche pas à comprendre. Alors, monsieur le garde, c'est pas sérieux, vous n'avez pas vu l'heure, non? Alors, j'ai fait mon possible, ça fait rien. Déjà, les tambourinages et les farandonneurs étaient en place pour accueillir le délégué régional du ministre du Temps-Libre. Ce ministre qui, inconsciemment, ne lui laissait ni le temps, ni la liberté de méditer sur l'étrange et merveilleuse histoire de Sophie et de son romantique